Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce webinaire. Je suis Danielle Bélanger, professeure à l'Université Laval, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales et chercheuse principale du projet de recherche qui fait l'objet de l'événement d'aujourd'hui. Donc, ce webinaire souligne le lancement de notre rapport de recherche qui est intitulé, comme vous le voyez sur la slide d'accueil, « Les salles d'urgence de l'immigration, les bureaux et les adjoints de circonscription comme première ligne de l'immigration au Canada ». Donc, c'est un projet qui nous tient vraiment à cœur, que nous estimons à la fois important et original. Et nous sommes vraiment très heureux aujourd'hui de partager avec vous les résultats principaux de cette recherche. Ce webinaire est organisé conjointement par la chaire que je dirige et l'équipe de recherche ERICA, l'équipe de recherche sur l'immigration au Québec et ailleurs. Donc, je vous informe que le webinaire d'aujourd'hui sera enregistré et disponible en ligne. Avec l'équipe du projet, donc, on vous invite aussi à consulter le rapport qui fait l'objet de la présentation. Il est disponible en ligne sur le site de la chaire que déjà mentionné. Vous avez aussi le lien vers le rapport sur la fiche de l'événement d'aujourd'hui et sur tous nos médias sociaux. I remind you that this webinar will be in French and that we will have the English version of the report over the next few weeks. We will also organize a similar webinar in English. So stay tuned if you want to wait for the English written and presentation over the next few weeks. Thank you very much. Donc, pour commencer, je vous présente les panélistes de ce matin, mes chers collègues avec lesquels j'ai conçu et mené ce projet de recherche au cours des dernières années. Ça a vraiment été un grand plaisir. D'abord, Laurence Simard-Gagnon, qui est géographe, postdoctorante, et également responsable des pratiques avec au collectif pour un Québec sans pauvreté. Donc, c'est avec Laurence que j'ai conçu ce projet il y a quelques années. Nous avons conjointement préparé une demande de subvention au Conseil de recherche en sciences humaines et sociales du Canada, subvention que nous avons obtenue et qui nous a permis de mener la recherche. Donc, bienvenue Laurence. En deuxième place, on a Adèle Garnier, co-chercheuse du projet, professeure à l'Université Laval, membre de la chaire et de l'équipe ERICA et chercheur spécialisé sur les questions de migration, particulièrement les réfugiés et les politiques comparées en immigration. Bienvenue Adèle. Ensuite, nous avons notre précieux collaborateur Gabriel Bergevin-Estable, qui est conseiller en immigration, candidat à la maîtrise en géographie et aussi adjoint de circonscription pour le député Joël Lightbound. Enfin, avec nous, la participation spéciale de Lisa Marie Gervais, qui est journaliste au Devoir, notamment spécialisée sur les questions d'immigration. Donc, Lisa Marie Gervais est l'auteure d'un article qui fait la une du journal Le Devoir ce matin, qui porte précisément sur le sujet de la recherche et sur le sujet plus général de la présentation de ce midi. Donc, avant de commencer à vous présenter les faits saillants de notre recherche, je tiens à remercier les 117 adjoints et adjointes de circonscription qui ont répondu à un questionnaire en ligne, les 31 adjointes et adjointes qui nous ont accordé un entretien approfondi. Je remercie aussi tous les collaborateurs du projet, Mireille Lajoie, Éléonore Thibault, Michaela Biron, Juan Perdomo, Benoît Lalonde, Malika Cabache-Castrillo et Joseph-Antoine Côté pour la gestion du webinaire. Puis pour la contribution de tous et chacun, vous trouverez les détails dans le rapport. Pendant la présentation, nous vous invitons à relayer vos questions sur le chat, le Q&A, donc questions-réponses du webinaire. Nous aurons bien sûr une période de questions après la présentation. Ce matin, les chercheurs du projet vont partager le temps de parole et vous présenter différents faits saillants du projet. Donc, je commence sans plus tarder. Donc, l'objectif du projet. Voici, on entend beaucoup parler depuis quelque temps des très longs délais d'attente pour les personnes qui font des démarches d'immigration. On entend parler de la complexité de ces démarches, des difficultés pour les personnes qui ont besoin d'assistance, qui tentent d'avoir des services.
Or, parmi les personnes qui assistent les gens, certains chercheurs ont déjà étudié les conseillers en immigration, les avocats, les organismes communautaires. Il restait un acteur dans l'ombre que cette recherche visait à étudier. Et précisément, il s'agit des bureaux de circonscription, des députés fédéraux et plus particulièrement des adjoints et des adjointes qui font le travail au nom des députés. Donc, de nombreux bureaux disent que l'immigration occupe la majorité du temps des adjoints et que le temps consacré à ces dossiers est en augmentation. Donc, c'est dans ce contexte que notre objectif était donc d'analyser le rôle des bureaux en matière d'immigration dans le soutien aux commettants. La méthodologie pour atteindre cet objectif, donc on a eu recours à 3 sources de données. Aujourd'hui, on présente les résultats qui proviennent de 2 de ces 3 sources. D'abord, nous avons procédé à une enquête en ligne envoyée aux 338 bureaux de circonscription au Canada. L'enquête a été active entre mars et mai 2021. Donc, 117 bureaux ont participé. Nous avons aussi réalisé 31 entretiens approfondis afin de mieux saisir l'expérience et la perspective des adjoints sur leur travail. Donc, je vous montre un visuel qui est dans le rapport. Ici, vous trouverez aussi dans le rapport plus d'informations sur la méthodologie. Vous pouvez aussi nous contacter. Je vous montre ici ce visuel qui compare la répartition des députés par parti politique. Donc, on compare le Parlement de 2019 qui siégeait au moment qui était en place au moment de notre recherche. Donc, on compare la répartition des députés avec l'échantillon de notre enquête et celui de nos entretiens. Le message de ce visuel est que notre répartition est relativement proche de la diversité du Parlement, c'est dire que tous les partis ont été sondés. Il ne s'agit pas d'un échantillon statistiquement représentatif, mais qui assure la diversité et qui fait en sorte qu'il s'agit vraiment d'une enquête nationale. Donc, pour cet aspect régional, je vous montre cette autre figure par province. Et donc, vous voyez aussi que si on compare les députés avec les participants à l'enquête et aux entretiens, nous avons aussi une diversité entre la Colombie-Britannique, l'Ontario, le Québec et le reste du Canada. Donc, je passe sur ce la parole à Laurence Simard-Gagnon qui va vous présenter les premiers faits saillants de notre rapport. À toi la parole. Merci beaucoup. Merci, Daniel, pour la présentation. Puis merci d'avoir tout été vraiment la main maître derrière tout ce projet-là qui nous a vraiment tenu à cœur depuis longtemps. Donc, c'est super. Merci beaucoup. Peut-être juste Oui, merci. Alors, en fait, il y a plusieurs faits saillants dans cette recherche-là et les premiers dont je vais vous parler, c'est la question, c'est l'espèce de rôle de carrefour finalement que finit par assumer le bureau de circonscription par rapport à tout l'accès là, aux services en immigration dans les circonscriptions. Donc, comme on voit à l'écran, un véritable carrefour pour les personnes ayant besoin de services administratifs. On l'a mentionné tantôt, mais c'est des parcours administratifs qui sont souvent très difficiles, très complexes et aussi très longs. Donc, le bureau de circonscription va vraiment rassembler là, toutes sortes de personnes à toutes sortes d'étapes. Le rôle de carrefour se déploie de différentes façons, de 3 grandes façons finalement qu'on a identifiées dans le rapport. Le premier, c'est vraiment la question de la convergence. Donc, au bureau de circonscription, on a une convergence de toutes sortes de personnes qui viennent chercher de l'aide en immigration, que ce soit les migrants, les migrantes elles-mêmes et eux-mêmes ou d'autres personnes qui viennent chercher de l'aide finalement pour une personne migrante pour lesquels ils sont investis, que ce soit pour les aider, faciliter l'arrivée au Canada ou que ce soit pour faciliter le maintien sur le territoire finalement de cette personne-là. Alors, ce qu'on voit à l'écran, c'est les types de personnes qui viennent, les types de personnes et de groupes qui viennent chercher des services en immigration au bureau de circonscription. Et en fait, ce que vous voyez, les pourcentages que vous voyez à l'écran, ce que ça représente, c'est que dans le questionnaire,
questionnaire, on a demandé à chaque bureau de circonscription, chaque adjointe, en fait, qui a répondu au questionnaire, qui venait chercher des services en immigration dans leur bureau avec un choix de réponse. Donc, les pourcentages représentent les oui, finalement, pour les différents choix de réponse. Par exemple, vous voyez, pour les immigrants et immigrantes, là, le carré gris en haut, ça dit pour les individus 88 %. Donc, ce que ça veut dire, c'est que 88 % des bureaux de circonscription, des adjoints-adjointes, ont répondu que oui, des personnes immigrantes venaient chercher des services d'immigration dans leur bureau de circonscription. Donc, c'est la même logique là, pour tous les pourcentages que vous voyez à l'écran. Donc, ce qu'on voit, en fait, à l'écran, c'est qu'effectivement, il y a des individus, des familles migrantes qui viennent pour chercher des services en immigration, mais il y a aussi beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas finalement les premières concernées, que ce soit des personnes non immigrantes, donc de la famille, des amis, ou souvent des ressources communautaires externes, donc des employeurs qui essaient de faire venir des travailleurs, travailleuses ou de maintenir la présence des travailleurs, travailleuses, des écoles, institutions scolaires, les groupes communautaires aussi qui vont finalement accompagner les personnes migrantes dans toutes sortes de besoins de la vie au Québec, au Canada et dans la circonscription, et notamment avec les enjeux migratoires, comme on disait, très complexes, les églises, les groupes religieux qui sont souvent impliqués aussi dans la vie des migrants-migrantes, mais aussi souvent impliqués dans les parrainages privés. Et on va avoir aussi des ressources rémunérées comme des avocats, avocates ou des conseillers, conseillères en immigration. Donc, ce qu'on retient de ça, c'est qu'il y a vraiment toutes sortes de trajectoires, souvent très complexes, qui vont atterrir sur le bureau des adjoints-adjointes. Et en fait, ces trajectoires-là, non seulement sont complexes sur le plan administratif, mais sont complexes aussi sur le plan des différents intermédiaires et des différents acteurs, actrices qui sont impliqués. Donc, en plus de finalement être un point de convergence, un point où est-ce que atterrissent toutes sortes de trajectoires, les adjoints-adjointes vont aussi établir des liens avec différents groupes de personnes. Donc, ils vont mettre en place, maintenir et faire vivre tout un réseau de relations autour finalement et de solidarité autour d'acteurs, actrices, de groupes qui sont impliqués dans toutes sortes de services autour de l'accès aux services en immigration du gouvernement fédéral, mais de toutes sortes d'autres aspects de la vie des personnes migrantes. Donc, si on fait juste... ouais. À l'écran, ce que vous voyez, c'est, encore une fois, on posait la question, qui réfère aux adjoints et adjointes de circonscription les personnes qui sont à la recherche de services en immigration. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a les immigrants et immigrantes en haut et qui se retrouvent finalement au bureau de circonscription, mais qui passent à travers des personnes, des médiateurs, médiatrices, des personnes qui vont les référer au bureau. Donc, encore une fois, ça peut être des familles, des amis, des personnes, des commettants, commettantes qui ne sont pas nécessairement en cours d'une trajectoire migratoire eux-mêmes ou elles-mêmes, des ressources rémunérées ou, encore une fois, les ressources communautaires, donc les groupes communautaires, les employeurs, les églises, tous ces acteurs, actrices-là, ces groupes-là qui sont finalement mis en relation à travers le besoin de répondre finalement aux différents aléas finalement de la trajectoire des personnes qui accompagnent et aussi qui vont être finalement mobilisés par les adjoints et adjointes à travers le traitement du dossier ou à travers l'accompagnement que les adjoints et adjointes vont faire avec les personnes. Ils vont les référer souvent à ces groupes-là ou à ces employeurs-là. Il va y avoir une relation finalement qui va s'établir en continu. Donc, on n'est pas en train seulement de parler comme je disais tantôt, un point de convergence, mais c'est aussi un point de convergence qui mène à un réseau qui est vraiment alimenté finalement par le travail des adjoints et adjointes de circonscription qui finalement, à travers leur travail de faire le mieux possible pour faciliter l'accès aux services, pour bâtir des solidarités autour des trajectoires migratoires là, des personnes. Donc, et finalement, on parlait de convergence, on parlait de réseautage, mais l'autre aspect finalement du carrefour, ça va être
l'action de passage ou de médiation, c'est-à-dire de permettre aux personnes qui viennent dans les bureaux de circonscription d'avoir accès à travers leur travail à des ressources qu'ils n'auraient pas nécessairement accès autrement. Donc, si on voit ici à l'écran le type de ressources que vont mobiliser les adjoints et adjointes en immigration lorsqu'ils vont accompagner des personnes migrantes, ce qui ressort beaucoup du lot dans cette diapositive-là, c'est la ligne d'information directe à IRCC pour les députés et les sénateurs. Donc, comme Daniel l'a mentionné tantôt, les adjoints et adjointes de circonscription agissent à titre de délégués de leurs députés comme des représentants et représentantes politiques. Donc, ils peuvent intervenir finalement auprès d'instances gouvernementales fédérales au nom des personnes qui résident dans leur circonscription. Et c'est finalement cette relation-là, cette relation politique-là qui permet d'avoir accès à des informations, qui permet de poser des questions sur les dossiers et qui permet finalement d'amener vers des ressources gouvernementales qui ne seraient pas nécessairement accessibles autrement. Donc, résumé, le carrefour, on a la convergence, le réseau et ce travail-là là, de médiation ou de mise en relation avec les instances gouvernementales fédérales. Merci. Merci beaucoup, Laurence. Donc, on poursuit après ces 3 premiers constats là, qui sont vraiment au cœur de notre rapport. On va parler un peu plus des adjoints maintenant. Le 4e constat du rapport, c'est que les adjoints et les adjointes possèdent vraiment une expertise très approfondie des rouages de l'immigration. Contrairement aux autres experts que j'ai mentionnés, les avocats, les consultants qui ont des formations réglementées, les adjoints deviennent adjoints par toutes sortes de manières et deviennent des experts par eux-mêmes. Donc, on leur a demandé, pour mieux comprendre la nature de leur travail, quels étaient les types de demandes de services en immigration qu'ils recevaient. Donc, on avait toute une liste qu'on avait élaborée à l'aide d'adjoints déjà en poste. Et vous voyez ici les cas les plus fréquents des personnes qui s'adressent au bureau de circonscription. Donc, ce qui nous frappe ici dans cette figure, c'est que la vaste majorité des bureaux nous disent répondre à des demandes qui relèvent principalement de l'immigration temporaire, donc permis d'études, visa de résidence temporaire, permis de travail. Donc, on sait que ces démarches sont toujours à renouveler pour le maintien du statut, rétablissement de statut, que c'est très complexe. Donc, ces types de demandes mobilisent énormément les bureaux et les adjoints. Également très importantes sont les démarches de regroupement familial et finalement de l'obtention de la résidence permanente chez les personnes déjà sur le territoire qui sont ici à titre de temporaire. Donc, on voit ici toute la diversité du travail. On leur a aussi demandé donc les autres types de demandes, alors moins fréquents, mais un peu moins, donc entre 39 et 61% des bureaux nous disent traiter ce type de dossier souvent ou régulièrement. Donc, permis de séjour temporaire, on voit encore la question de l'immigration temporaire, mais aussi migration économique permanente, demande de résidence permanente pour circonstances humanitaires, souvent des cas assez urgents. Et finalement, ici, ce qu'on voit avec le petit icône des 2 personnes là, qui se donnent la main, c'est que souvent les bureaux de députés fédéraux sont sollicités pour des services qui relèvent plutôt des provinces. Donc, les adjoints vont avoir à référer ou à collaborer avec des adjoints de circonscription au niveau provincial parce que l'octroi de certains droits dépend du statut migratoire, mais ces droits relèvent des provinces, comme la santé en est un classique qui va nécessiter ce genre de travail et d'expertise. Donc, on voit ici que c'est très varié, donc des choses complètement différentes qui relèvent du droit administratif, droit de l'immigration, donc une expertise quand même très pointue. Donc, en plus de ce soutien administratif très spécialisé, ce qu'on voit, c'est que les adjoints offrent aussi beaucoup de soutien émotif. Donc, et c'est vraiment, je vous invite à lire l'article du Devoir, c'est très bien rendu. Donc, les personnes qui s'adressent aux adjoints de circonscription sont souvent dans des situations d'attente prolongée, séparés de leur famille, vivent beaucoup d'anxiété et d'incertitude vis-à-vis de leur statut, de la suite de leur vie au Canada.
Donc, ça ressort beaucoup dans une question qu'on leur a posée, les qualités qu'ils jugent les plus importantes. Donc, c'est à la fois ces qualités humaines d'empathie, de capacité d'écoute, mais aussi ces qualités de capacité de résoudre des problèmes. Donc, toute cette partie vraiment administrative et juridique. Donc, on voit des experts à la fois qui doivent faire preuve d'une grande humanité, mais aussi qui développent une expertise très, très pointue. Donc, tout ça aussi, ça s'exprime très bien dans le rapport. On leur a posé la question dans nos entretiens aussi. Comment voyez-vous votre mandat? Comment vous voyez-vous, vous, comme adjoint? Quel est votre rôle? Donc, ce qu'on voit ici, c'est une panoplie de perception du mandat on a un peu un spectrum. On pourrait dire, moi, je suis seulement, je fais la liaison entre RCC et mon commettant. D'autres qui vont dire non, je dois vraiment résoudre des problèmes complexes, je dois résoudre des problèmes des fois causés par d'autres acteurs. Et on va voir ceux à la fin du spectrum, je dirais, qui vont se définir comme des champions de la justice administrative et sociale, justice migratoire, par exemple, les personnes qui vont détecter des erreurs administratives et tenter d'entamer des démarches là, au sein de la bureaucratie pour que les personnes aient justice. Donc, ce qui est très important, vous voyez la citation ici, « J'offre un soutien non partisan, compatissant et attentionné à mes électeurs et je vise à être vraiment bon et à donner une réponse très rapide. » Quand ils répondent au téléphone, les gens disent « Wow, il y a une personne au téléphone. » Donc, cette possibilité de rencontrer une personne en personne, même s'il y a beaucoup de travail en ligne, il y a quand même des rencontres en personne, c'est quelque chose qui est extrêmement valorisé par les commettants. Donc, je vais passer la parole à Adèle. Merci beaucoup, Daniel et l'équipe. Et encore merci à tous les adjoints et adjointes qui ont contribué au projet. Donc, on a entendu que les adjoints font face à des situations très complexes, fournissent un soutien administratif et émotif. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de formation formelle pour faire le travail d'adjoint de circonscription. Et en fait, ce qu'on a constaté dans notre sondage, c'est que la grande majorité n'avait pas de formation spécifique en immigration non plus. En fait, il y a à peu près 30% des adjoints qui ont une expérience de partis politiques, puis il y a 20% qui ont travaillé dans le milieu communautaire et 30% des adjoints qui ont une formation en sciences sociales. Donc, les parcours sont quand même très diversifiés. Et on a aussi vu que depuis qu'ils sont en formation d'adjoints, 13% dans les bureaux rapportent que des adjoints ont commencé une formation en immigration. Mais de manière générale, le soutien, aussi bien en termes d'expertise de droit et de droit administratif et de contact avec tous les réseaux qu'ils ont, ce sont des choses qu'ils apprennent par eux-mêmes finalement, avec différents canaux qui ne font pas l'objet de formation formelle. Donc, par exemple, ils nous disent qu'ils se forment sur le tas auprès de leurs collègues plus expérimentés au sein du bureau, qui se forment par eux-mêmes, en fait, en consultant les ressources qui sont disponibles en ligne et en parlant avec toutes sortes d'experts. On a quand même remarqué que 70% des adjoints du sondage, 70% des personnes à qui on a parlé dans les entretiens rapportent avoir eu des formations avec IRCC. Donc, ils ont eu quand même un contact et une majorité à bénéficier d'une certaine formation. Par contre, la majorité considère que cette formation ne suffit pas. Et ils demandent, en fait, les adjoints, plus de formation. Beaucoup rient quand on leur dit, mais est-ce que vous avez été formé? Ils disent, ah, moi, être formé à ce que j'ai fait, non, je me suis vraiment battue pour développer ces compétences et ces ressources moi-même. Ils souhaitent aussi, les adjoints, si c'était possible, avoir plus de formation pour tout ce qui est de l'accompagnement émotif, justement, parce que c'est une grosse charge quand même au niveau psychologique et c'est quelque chose qu'ils souhaiteraient. Une difficulté qui se pose en termes de cette façon de faire circuler la connaissance, c'est le roulement des adjoints dans les bureaux. Parce que déjà, à chaque fois qu'il y a une élection fédérale, le personnel peut changer. Et si jamais, au sein du même bureau, si le député est réélu, mais si le député perd, par exemple, alors là, c'est clair que le personnel change complètement. Et donc, il y a un bris dans la transmission de connaissances des adjoints. Et ça, c'est considéré par certains adjoints comme une problématique, en fait.
ils nous ont quand même dit avoir des contacts avec les personnes immigrantes, mais c'est quand même différent d'avoir une formation. Je vais maintenant passer à l'enjeu COVID. Alors, nous avons fait notre recherche en contexte de COVID et ce qu'on a constaté, en fait, surtout auprès de quand même les adjoints, notamment qui avaient travaillé en tant qu'adjoints avant la COVID, c'est ceci. La grande majorité rapporte une charge de travail accrue. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve aussi dans une enquête plus générale sur le bureau de circonscription et le travail des députés fait par le Centre Samara pour la démocratie. Donc, 3/4 des bureaux nous ont rapporté plus de travail. Pourquoi plus de travail? Alors, notamment parce que les commettants étaient en panique par rapport à tout ce que la COVID a imposé comme changement de réglementation, fermeture des frontières, la question de mais si je ne peux plus sortir du pays, qu'est-ce qui va se passer avec mon permis temporaire? Puisqu'on a dit que la majorité des demandes, c'était temporaire. Donc, les gens, émotionnellement, certains en panique, ont pris contact avec le bureau de circonscription alors qu'ils ne l'avaient jamais fait avant. C'était aussi des nouvelles tâches de travail, notamment le rapatriement de ressortissants canadiens et des résidents permanents qui sont normalement dans la circonscription du député, mais qui étaient coincés à l'étranger. Donc, c'était des nouvelles tâches qui s'ajoutaient pour les adjoints. Donc, paradoxalement, même si les frontières étaient fermées et qu'il n'y avait pas nécessairement plus d'immigrants qui entraient, c'était quand même plus de travail, la COVID. Et ça a aussi causé dans la très grande majorité des bureaux une réorganisation du travail. Donc là, je l'ai dit, nouvelles tâches qui faisaient de la nouvelle charge, mais aussi réorganisation, puisque bien sûr, avec la distanciation obligatoire, tous les contacts en présentiel avec les réseaux d'experts étaient plus possibles, et même les contacts présentiels entre les adjoints étaient plus compliqués. Donc, on a des bureaux qui ont réussi à voir les commettants quand même en personne avec des mesures de distanciation sur place, mais ça a aussi considérablement augmenté les rencontres à distance. Et puis, les adjoints ont aussi développé des méthodes de formation en ligne, donc aussi bien en créant, par exemple, des groupes sur des plateformes, des applications et des réseaux sociaux pour faire circuler l'information, notamment au sein des partis politiques, au sein de… Donc, c'était quand même une réorganisation importante. Ce qu'on a aussi vu, en fait, et là, vous voyez en fait deux citations qui concernent ces deux aspects. Donc, à gauche, qui vous montre que la charge de travail a augmenté, mais dit que c'est comme si je ne travaillais pas avant la pandémie. Donc, c'était déjà une charge de travail extrêmement importante qui s'est encore alourdie pour les adjoints. Et puis, ensuite, à droite, vous voyez comment faire pour répondre à l'accroissement des réglementations COVID en contexte où tout le monde est à distance les uns des autres. Et là, c'est vraiment le développement de ses propres réseaux sociaux et le développement d'une capacité d'action importante par rapport à ça. Et par contre, ce que les adjoints ont rapporté, c'est une certaine frustration par rapport à IRCC, notamment parce que les délais de traitement des demandes en immigration se sont considérablement étendus pendant la COVID. C'était déjà très long avant, mais ils se sont encore beaucoup étendus. Et donc, même si les adjoints étaient dans une situation de ne pas forcément pouvoir apporter une réponse définitive à quelqu'un, il y avait des appels pour revoir si la demande avait progressé, etc. Donc, cette frustration et de se faire dire par IRCC ils ne pouvaient pas avancer sur les dossiers à cause de la COVID était vraiment perçu comme quelque chose de négatif par les adjoints. Mais de manière générale, on peut voir qu'ils sont restés des acteurs clés de la démocratie pendant la pandémie, aussi bien auprès des citoyens que des non-citoyens. Et je vais maintenant passer la parole à mon collègue Gabriel pour la conclusion du séminaire. Alors, merci Adèle, merci Laurence, merci Daniel. Donc, on se demande un peu maintenant quel est l'avenir pour le travail des rôles des bureaux et des adjoints de circonscription en immigration depuis 2022. La raison dont on parle de ça, en fait, premièrement, je veux féliciter toute l'équipe de recherche qui a travaillé sur ce projet. C'est un effort incroyable pour aider le public et la communauté de la recherche sur l'immigration à comprendre un peu plus ce qu'on fait comme travail en tant qu'adjoint de circonscription. Et au moment où ce rapport sort, bien, il faut savoir que certains éléments de la situation que le rapport décrit n'existent plus. Donc, premièrement, nous ne pouvons plus parler en urgence dans l'heure qui suit à quelqu'un à IRCC. Nous ne pouvons plus obtenir des suivis par courriel, par écrit, recevoir des réponses par écrit, qui étaient parfois bien pratiques pour confirmer une procédure ou une politique affectant un enjeu récurrent qu'on pouvait ainsi documenter et auquel on pouvait se référer. Nous ne pouvons plus savoir quand est-ce que la prochaine fois que nous pourrons parler à quelqu'un à IRCC, c'est-à-dire peut-être qu'on connaît notre prochain rendez-vous, mais on sait qu'on ne passera pas tous nos dossiers à ce rendez-vous. On ne sait pas nécessairement quand sera l'autre après. Et lorsqu'on utilise la formule prescrite pour signaler un cas urgent ou complexe,
On ne sait pas si la personne à l'autre bout refusera de le traiter comme un cas urgent ou complexe, ni pourquoi elle refusera. Cette décision-là sera sans appel. Et si le cas est considéré urgent ou complexe, on ne sait toujours pas pourquoi et quand on pourra parler à quelqu'un. Donc, tous ces changements-là, en fait, ont été introduits avec une formule de prise de rendez-vous pour les appels. Et cette formule a été introduite en 2022 pour réagir à des problèmes au centre de renseignement, maintenant le centre ministériel des députés et sénateurs, qui était en crise, disons, depuis les élections 2021. Ils n'arrivaient pas à répondre au volume d'appels des adjoints. Donc, c'est des changements importants qui ont été faits à ce service. Puis, parmi nos collègues, bien, les réactions face à la nouvelle formule et à ces changements varient. Donc, certains bureaux n'ont pas beaucoup de personnel en immigration qui a connu l'ancienne formule, celle précédant les crises de 2021 et les changements radicaux de 2022. Donc, ils voient dans la nouvelle formule, la formule actuelle, une amélioration certaine par rapport à la période de crise qui précédait cette formule, sans nécessairement avoir des comparatifs des niveaux d'accès que nous avions auparavant qui relèvent davantage de ce qui a été documenté dans le rapport. Il y a aussi certains bureaux de députés qui tirent très bien leur épingle du jeu avec la nouvelle formule, qui réussissent à faire leur travail. Mais un bureau, par exemple, m'a décrit que pour y arriver, ils ont dû changer les horaires de travail pour qu'une personne commence sa journée plus tôt dès que les plages horaires se libèrent pour réserver toutes les plages horaires disponibles. Ils ont aussi été obligés de changer la description de tâches de l'ensemble de l'équipe de travail, puisque maintenant, tout le monde doit se faire assigner les appels avec IRCC à des moments où ils sont disponibles pour être sûr d'optimiser leur accès au service. Donc, c'est des grosses adaptations qui sont demandées, de changer les descriptions de tâches et les horaires de travail de l'ensemble d'une équipe de travail. Pour notre part, dans notre bureau, bien, cette limitation d'accès combinée avec une augmentation de la sollicitation qu'on vit, ça nous force à faire des triages plus sévères. Et parfois, avant même d'avoir pu parler à IRCC pour confirmer certaines informations de base sur le dossier. Donc, il se peut qu'on dise à une personne que son cas en ce moment n'est pas critique, n'est pas urgent. On ne voit pas de raison de s'inquiéter outre mesure. Le dossier semble normal à première vue. On fera un suivi quand on pourra. Ça sera peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et donc, on doit procéder au triage avant d'avoir vérifié avec IRCC pour s'assurer que le dossier est bel et bien normal et que ça se déroule bel et bien bien. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on ne peut plus faire autant de vérifications préventives. Nous sommes obligés d'attendre que les gens soient vraiment face à un problème avant de contacter IRCC. Or, avant, je dis régulièrement aux gens, ils auraient dû venir nous consulter plus tôt. Ça aurait été plus facile de prévenir que guérir. Maintenant, je suis obligé de leur dire que parce qu'on ne voit pas d'indicateur que leur cas est grave, je ne peux pas les prioriser face aux autres dossiers qui sont dans ma liste d'appels. On sait qu'à force de faire ça, on va en échapper. Il y a des cas qui vont devenir graves, qui vont devenir urgents à cause d'un enjeu qui n'était pas évident à la surface et qu'on aurait pu débusquer si on avait pu avoir un accès plus complet à IRCC. Et c'est des choix déchirants qu'on doit faire sans détenir toutes les informations ou avoir pu les confirmer de source sûre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider les gens quand nous ne pouvons pas discuter avec IRCC de leur dossier? Donc, concrètement, le travail des adjoints, ce n'est pas le travail de représentants rémunérés ou non rémunérés. C'est un travail en lien avec l'accès à l'information. Nos accès ne sont pas définis par la loi de l'immigration. Ils sont définis par la loi de l'accès à l'information et la protection des renseignements personnels. Nous avons accès aux renseignements personnels des gens auprès des institutions fédérales à des fins de résolution de problèmes. C'est un accès qui est extrêmement flexible, mais plus cet accès est limité, plus on doit inciter aux gens à utiliser aussi d'autres ressources que nous. Donc, on peut les référer, par exemple, vers des avocats ou des conseillers en immigration qui peuvent agir comme représentants rémunérés. Mais ils ne prennent pas tous et toutes tous les types de dossiers. Certains ne font que de l'immigration économique. D'autres refusent de faire des demandes humanitaires ou des permis de séjour temporaire. Il y en a beaucoup qui n'acceptent, parmi les avocats, qui n'acceptent pas de mener les dossiers à la Cour fédérale. Parfois, il semble qu'ils n'ont pas l'expertise pour le faire. Et la plupart des avocats dans nos réseaux sont, comme nous, déjà surchargés de dossiers. Par ailleurs,
les avocats ne sont pas généralement des services publics et gratuits, comme le sont les services des adjoints. Donc, il y a très peu d'entre eux qui font du pro bono. À ceux qui le font, vraiment chapeau bas, c'est des gestes qui font souvent toute la différence dans la vie des gens. Ce ne sont pas non plus tous les avocats qui prennent les mandats d'aide juridique. Et la plupart des gens qui nous sollicitent gagnent tout juste un peu plus que les seuils d'éligibilité à l'aide juridique, souvent parce que l'aide juridique ne considère pas leurs enfants hors du Canada comme étant à leur charge. Donc, même s'il y en a qui sont éligibles en raison des seuils de revenus, parfois le type de dossier pour lequel ils ont besoin d'être représentés ne sont pas couverts par un mandat d'aide juridique. À Québec, on n'a pas d'avocats qui travaillent pour le bureau de l'aide juridique. Il faut toujours aller trouver des avocats de pratique privée. Et les mandats d'aide juridique pour les avocats de pratique privée sont parfois très bas. Et ça incite peu d'avocats à les accepter. Donc, il faut imaginer, est-ce qu'on est capable de payer un avocat des milliers de dollars pour des demandes qu'on doit parfois en faire plusieurs par année, alors qu'on est sur l'aide sociale ou qu'on gagne le salaire minimum? C'est vraiment pas accessible. Donc, aussi, il y a les conseillers en immigration qui sont simplement complètement en dehors du réseau de l'accès à l'aide juridique. Leurs mandats ne sont jamais couverts. Donc, c'est dans ces circonstances-là assez difficile de trouver un avocat qui est prêt à représenter les gens qu'on accompagne. On en trouve, on en réfère. Il y a des gens qui réussissent à être représentés de cette manière-là. On a des dossiers pour lesquels on le fait systématiquement. Mais les limites d'accès sont là. On ne peut pas toujours référer les gens à des avocats. Sinon, il y a les groupes communautaires qui peuvent parfois accompagner les gens de manière gratuite, mais ils doivent faire attention. Souvent, eux aussi ne sont pas habilités à être des représentants rémunérés. Donc, ils doivent naviguer une ligne mince de pouvoir accompagner les gens sans faire des gestes qui sont protégés par des ordres professionnels, des collèges, les barreaux. Donc, ça veut dire que ça limite le type d'aide qu'ils peuvent leur offrir. Et pour beaucoup de personnes, l'aide dont ils ont besoin, c'est de l'aide à remplir les formulaires. Donc, à s'assurer que les choses ont été envoyées à la bonne adresse, que les demandes ont été déposées complètes. Donc, c'est vraiment limiter ce qu'on peut faire pour référer les gens à d'autres ressources. Et en ce moment, on a des accès limités qui ont changé beaucoup notre travail. Et ce n'est pas nécessairement la forme finale que ça prendra, mais c'est certain qu'il y a toujours des discussions en lieu pour savoir comment on va pouvoir s'adapter à cette nouvelle réalité. Merci beaucoup, Gabriel. Je vous inviterai à poser vos questions sur l'outil Q&A à votre écran. Et puis, après l'intervention de Lisa-Marie Gervais, on procédera à la période des questions. Donc, je vous mets à l'écran la une du devoir d'aujourd'hui et je cède la parole à Lisa-Marie Gervais, notre invitée spéciale. Le micro, s'il vous plaît. On n'a pas le micro. Après 2 ans de télétravail, on oublie encore. Bonjour, ça me fait plaisir d'être votre invitée spéciale, même si j'estime que j'ai été un peu une observatrice de ces intéressants constats que vous avez fait grâce à l'étude. Je comprends entre les lignes que je vais avoir aussi plus de boulot, finalement. Ce serait peut-être plus simple si le système fonctionnait, n'est-ce pas? Ce que je peux dire, peut-être, d'abord, j'ai constaté à quel point, en lisant l'étude, merci pour cette étude parce qu'elle c'était comme une intuition que j'avais comme journaliste. Le mot carrefour est un bon mot, c'est-à-dire que je sentais chaque fois qu'arrive à mes oreilles un cas d'immigration sur lequel on me demande de rapporter ou de creuser. Il y a toujours le bureau de député qui arrive dans la conversation, le rôle des adjoints de circonscription. Les gens, soit d'emblée, vont me dire même eux n'ont plus rien faire. Tu sais, beaucoup, on sent que les interventions qui ont fonctionné ou qu'il y a beaucoup d'espoir, en tout cas beaucoup de pression qui finit par être
ressenti ou en tout cas, qui est comme cristallisé dans vos bureaux, là. Donc, vous faites un travail, j'espère que vous n'en doutiez pas, absolument essentiel. Moi, sans recommander, puis c'est pas mon travail non plus, mais à des gens d'aller vers les bureaux de circonscription, c'est sûr que je pose toujours la question. Et puis, c'est un indice quand ça n'a rien donné. Je me dis, bon, là, c'est vraiment, vraiment, malheureusement, un cas qui est désespéré. Puis bon, certains font aussi des espoirs dans l'intervention médiatique. Des fois, on arrive à faire bouger des dossiers. Merci aux adjoints qui ont répondu à mes questions, aux adjointes, je devrais dire dans mon article, parce que ça m'a bien fait saisir aussi. On le voyait déjà dans l'étude, c'était frappant à quel point, finalement, l'empathie, hein, les qualités humaines, en fait, sont importantes pour un adjoint. Donc, au-delà de toute au-delà de toute la formation technique, enfin, je pense qu'on sait très bien que c'est hautement complexe se repérer dans le système. Comme journaliste à l'immigration depuis quelques années, j'ai encore régulièrement posé des questions pour m'y repérer. Donc, je peux imaginer quand on arrive dans des bureaux à faire ce travail-là, puis sans avoir finalement la formation au départ, là, je pense que beaucoup d'entre vous avaient appris sur le tas. Mais c'est ça ce qui m'a frappé, c'est qu'au-delà de toute la connaissance, finalement, technique, juridique, de la connaissance profonde des rouages du système qu'il faut avoir, aussi l'intuition, savoir ça va être plus payant si on fait ci, ça, la stratégie qu'il faut mettre en place est vraiment nécessaire. Mais en plus de ça, ça prend des qualités humaines indéniables. Ça, je l'ai constaté vraiment en parlant à des adjoints de circonscription qui m'ont bien dit que... puis je les remercie d'avoir parlé parce que c'est pas facile des fois de... vous continuez tous à faire votre travail, puis alors il faut le dire que ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, je comprends aussi que les adjoints veulent aussi continuer à faire leur travail, puis avoir des accès faciles, puis pas se faire mettre des bâtons dans les roues. Donc, je comprends aussi que c'est pas toujours facile de critiquer le système, mais je pense qu'il faut le dire, surtout que le système admet un peu sa faillite de plus en plus. Puis, en fait, j'ai un second texte qui accompagne un peu le reportage principal, qui est en fait un peu en faisant ma tournée pour un peu faire moi-même mon petit sondage pour savoir qu'est-ce qui se passe dans les différents bureaux, aussi dans les différents partis, puisqu'on a bien vu dans l'étude que c'est pas partisan. Donc, le parti politique, peu importe s'il est plus en faveur ou en faveur de l'immigration, mais reste qu'il y a des demandes vraiment partout et c'est pris à cœur, les adjoints les prennent à cœur dans tous les bureaux. Ça m'a amené à parler au responsable, au porte-parole de l'immigration du Bloc québécois, Alexis Duceppe-Brunel, qui, lui, apparemment, a essayé de trouver une solution. Donc, ils viennent de débloquer un budget. Ils ont modifié un peu les règles de financement à la Chambre des communes. Alors, 7 bureaux de députés du Bloc québécois vont se payer un peu une personne qui va embaucher, donc une personne, une adjointe de circonscription qui va un peu récupérer les cas les plus complexes et ça va désengorger les bureaux qui vont peut-être pouvoir s'occuper des cas moins urgents et aussi d'autres choses. Ça devient nécessaire dans certains... et puis surtout aussi, j'étais sensible au fait que dans certaines régions, c'est vrai que si on a un bureau de circonscription qui est dans un lieu hautement, où il y a beaucoup, beaucoup d'immigration sur le territoire, on se fait la main rapidement, puis on est habitué. Mais c'est vrai que dans certaines régions, il y a un petit peu moins peut-être d'immigration. Donc, quand on est moins habitué à en faire de ce genre de dossier, donc quand il y a un dossier complexe qui arrive, on met plus de temps aussi peut-être. Donc, c'est bien peut-être de canaliser les cas les plus complexes vers une personne qui aurait vraiment cette expertise-là, là, qui pourrait donc aider à désengorger les bureaux. Donc, c'est ça. Je vous invite à aller le lire aussi en complément. Et puis, si jamais il y a des questions, je suis ouverte. Puis bravo vraiment pour votre travail. Moi, ce qui va devenir intéressant, en fait, c'est la question que, à la fin de mon texte, c'est un peu le constat auquel Daniel Bélanger est arrivé, c'est-à-dire, est-ce que c'est souhaitable que les bureaux de comté, les bureaux de circonscription deviennent, les 338 deviennent 338 bureaux régionaux ou extensions d'IRCC?
des pour et des contre. Moi, j'ai bien envie que la conversation se poursuive éventuellement pour qu'on réfléchisse puis qu'on voit qu'est-ce qu'il y en est avec ça. C'est beau. Merci Merci beaucoup à tous et à toutes. Et je passe la parole à Adèle pour animer la discussion. Merci beaucoup. Nous avons eu quelques questions très intéressantes de participants. Et alors, comme on n'a pas beaucoup de temps, ce que nous faisons avec mon collègue Gabriel, c'est qu'il va répondre à certains d'entre vous par écrit directement que vous puissiez avoir certaines réponses. Il a déjà commencé, notamment, il a communiqué le lien vers le rapport, donc vous pouvez le trouver aussi dans les réponses aux questions dans le Q&A. La première question que je vais faire remonter, c'est mais pourquoi est-ce que, en face de tous ces problèmes, les bureaux les deux députés ne font pas remonter ces demandes au ministre de l'Immigration? Écoutez, je pense que les bureaux les font remonter, les demandes, enfin, s'expriment sur la situation. Souvent, les adjoints vont parler à leurs députés, vont identifier, par exemple, l'effet d'une politique qui n'avait pas été prévue. Quand ils voient que les cas se répètent, on nous raconte beaucoup ça dans les entretiens, à un moment donné, les adjoints vont se parler, dire « Wow, ça ne marche pas du tout, il faut faire quelque chose ». Donc, vont préparer un brief, relayer ça à leurs députés qui peut relayer ça au ministre de l'Immigration ou à la Chambre des communes. Donc, oui, ça se fait. Je ne sais pas si Gabriel veut compléter la question ou je laisse aller. Je dirais en fait que nos accès à IRCC sont vraiment limités au Centre de renseignement des députés et sénateurs, Centre ministériel, pardon. Auparavant, ce n'était pas le cas, c'est-à-dire qu'on aurait pu contacter d'autres équipes internes à IRCC pour discuter de certains enjeux. En ce moment, vraiment, le mot d'ordre à IRCC, c'est de ne pas répondre à nos communications. Donc, on a les accès directs pour travailler nos cas au centre ministériel, ou on peut amener nos dossiers à nos députés, au comité de l'immigration, aux critiques de l'immigration ou au cabinet du ministre, ou à toutes ces réponses. Donc, c'est possible de faire cheminer les choses politiquement, mais on n'a pas de manière de discuter avec la fonction publique en tant qu'interlocuteur privilégié ou stakeholder de possibilités de réforme ou de correction ou d'amélioration du système d'immigration. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question, en fait, Lisa Marc-Gervais a commencé à y répondre en parlant de sa tournée à travers les partis, mais c'est ça, c'est vraiment la question sur, par rapport aux participants de l'enquête et les partis politiques représentés dans notre enquête de notre projet, c'est quelles sont les différences entre les différents partis politiques en matière de services offerts aux personnes immigrantes. On a dit que c'était un service non partisan, mais est-ce qu'on a constaté des différences dans l'enquête? Donc, je pourrais répondre à cette question. Donc, toute l'équipe ici, on a fait une autre analyse qui n'est pas présentée dans le rapport. En fait, Laurence a fait une demande d'accès à l'information pour avoir des informations sur le volume des appels et des emails logés par les différents bureaux de circonscription à IRCC et les types de demandes aussi pour lesquels ces appels sont logés. Donc, on a eu des données administratives très détaillées par bureau qu'on a pu analyser pour mieux comprendre qu'est-ce qui fait varier, en fait, le volume et le type d'appel? Parce qu'on voyait quand même une variabilité entre les bureaux à travers le pays. Donc, on a fait une analyse quantitative où on a contrôlé pour le parti politique et d'autres variables qui sont des variables qui relèvent des caractéristiques de la circonscription. Donc, est-ce que c'est une circonscription avec plus ou moins d'immigrants, la localisation de la circonscription, le niveau socio-économique des commettants, mais aussi des caractéristiques du député, donc le parti, bien sûr, mais aussi est-ce que c'est un homme ou une femme ou autre, ou est-ce que le parti a des origines immigrantes ou non. Donc, on a fait une analyse statistique et toute chose étant égale par ailleurs, ce qu'on observe, c'est que le parti politique ne joue pratiquement pas sur le volume et les types de requêtes qui sont traitées. Donc, ce qui jouait le plus, le facteur fondamentalement déterminant au Canada, c'est le pourcentage d'immigrants dans la circonscription. Donc, s'il y a beaucoup d'immigrants dans une circonscription, peu importe quel est le député au pouvoir dans cette circonscription, il va y avoir des services.
Après, dans les circonscriptions où il y a moins d'immigrants, là, on va avoir plus de variabilité, mais le parti ne demeure pas l'indicateur la variable la plus significative. Donc, c'est un résultat important. Puis si ce résultat vous intéresse, on a des résultats, on peut partager avec vous. Ce sera publié bientôt. Voilà, donc les résultats vont être publiés, mais c'est ça, c'est très intéressant de voir qu'il y a peu de différence entre parties. Et maintenant, je vais combiner en fait un peu deux questions qui portent plus sur un peu l'avenir. Donc, il y a une question, est-ce que IRCC n'aurait pas plutôt intérêt à donner plus de temps de communication aux adjoints plutôt que moins? Et puisque les adjoints agissent comme des acteurs du terrain finalement. Et l'autre question, c'est est-ce que vous avez relevé des pistes de solutions? Donc ça, c'était une chose qui était suggérée, mais de manière générale, a-t-on relevé des pistes de solutions par rapport à l'avenir des bureaux de circonscription dans la façon dont ils traitent des dossiers de migration? Quelqu'un veut répondre? Je ne sais pas si Laurence. Oui, Laurence? Est-ce que dans la recherche, ça s'est ressorti dans vos entretiens? J'imagine que non, parce que le problème n'était pas encore surgi. Je vais nommer un des problèmes principaux avec notre rôle, c'est qu'on est vraiment dispersé sur le territoire canadien. C'est un des plus grands pays au monde, et les adjoints de son circonscription couvrent tout le territoire du pays. On travaille dans des petites équipes pour un député, et on est rarement dans le même lieu qu'un grand nombre d'autres adjoints pour discuter de ces enjeux-là, pour travailler ensemble sur des pistes de solutions. Donc, c'est vraiment des conversations qui ont lieu sur des coins de bureau à petite échelle. Moi, mon impression, quand je contacte d'autres bureaux pour voir comment ils se sentent, c'est vraiment que il y a des perceptions qui sont très différentes de bureau en bureau. Elles ne sont pas toujours partagées. Il y a des choses qui reviennent. Une des choses qui m'inquiète le plus en ce moment, je dirais, outre les accès, dont j'ai parlé déjà, c'est la formation. Quand on parle d'être formé sur le tas ou d'apprendre avec l'expérience, c'est cette expérience qu'on avait de pouvoir parler à quelqu'un à IRCC puis prendre notre temps pour comprendre un enjeu avec eux. De leur demander de nous expliquer pourquoi on faisait les choses dans un certain ordre, pourquoi ce n'était pas possible de régler le problème de telle ou telle manière, puis de comprendre un niveau de rouage du système d'immigration qui est au-delà de l'information qui est publiquement partagée, qui provient vraiment d'informations internes d'IRCC. Donc, en ayant moins d'accès, on a aussi moins accès à ce qui faisait notre principal substitut à de la formation. Puis ça, vraiment, ça revient souvent. Tout le monde à qui je parle en parle. Si je peux ajouter juste là-dessus, j'ai fait des longs entretiens avec les adjoints qui ont répondu à mes questions, puis je n'ai pas pu tout mettre dans l'article, mais effectivement, puis peut-être que Gabrielle, tu constates ça, mais c'était le fait qu'il y a eu un rebrassage dans les agents à qui vous avez maintenant accès, même si cet accès-là s'est rétréci, mais et justement, c'est le manque de formation de ces agents-là, le fait qu'ils se sentent, comme ils ne sont pas outillés, ils se sentent aussi qu'ils n'ont pas l'autorité pour, à un moment donné, des fois, dire « Ouais, c'est vrai, il y a eu une erreur ici. » Donc, ils vont toujours demander, en fait, on n'a pas le temps d'aller demander à un supérieur. Donc, finalement, leur pouvoir d'action est très limité. Donc, d'une part, c'est déjà frustrant de ne pas avoir accès à ces agents-là. Ce qu'on me disait, c'était qu'en plus, ils nous écoutent, puis ils ne peuvent rien faire, finalement, parce qu'ils ne sont pas assez outillés pour prendre leur place. C'est souvent des personnes plus vertes, là, plus jeunes, ou moins expérimentées. Donc ça doit être vraiment une couche. J'imagine que c'est ce que vous observez, ce qui était rapporté, en tout cas. On va peut-être poser une toute dernière question. Je sais qu'il y en a d'autres qui n'ont pas encore eu de réponse. Notamment, il y a une question qui parle par rapport à la perception des adjoints de l'utilisation de l'intelligence artificielle, qui est une très bonne question, mais qui ne faisait pas partie des choses de l'enquête. Mais c'est à suivre. Mais je vais finir sur une question qu'on a posée, c'est qu'est-ce que les adjoints trouvent le plus gratifiant dans leur travail? Merci, Adèle. En fait, vous allez trouver une section du rapport dans le questionnaire l'enquête. On avait des questions ouvertes sur le plus gratifiant et le plus difficile, en fait. Donc,
vous allez trouver des pages là, qui vous donnent ces réponses. Mais si je vous résume un peu, ce qu'on trouve, c'est que oui, les adjoints, c'est intéressant. Dans l'enquête aussi, on a une question fermée et 85 % d'entre eux se disent satisfaits ou très satisfaits de leur travail. La proportion aussi qui considère leur travail comme étant important est extrêmement élevée, au-delà de 90 %. Donc, ils et elles valorisent leur travail pour différentes raisons. Donc, le plaisir de pouvoir être en contact direct avec les commettants, donc c'est quelque chose qui est très valorisé. La satisfaction de les aider dans leur relation avec la bureaucratie et d'aider les gens à résoudre leurs problèmes. Et aussi, bien sûr, le fait de servir leurs députés, parce que les adjoints sont très loyaux envers leurs députés et ont une grande fierté de faire ce travail pour leurs commettants, commettantes, au nom de leurs députés. Donc, le rayonnement du député, c'est quelque chose de très important pour les adjoints-adjointes. Dans le cas des décisions d'immigration, c'est certain que lorsque un commettant, une commettante qui a eu des difficultés majeures obtient une décision positive, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement gratifiant parce que les dossiers, comme on l'a dit, vont souvent durer plusieurs mois, voire même parfois quelques années. Donc, c'est quelque chose de très particulier qui est souligné par les adjointes parce que pour les dossiers, par exemple, de l'Agence du Revenu Canada ou du chômage, souvent, c'est réglé très, très rapidement. Alors, c'est vraiment une particularité des dossiers d'immigration, cet engagement dans le long terme. Donc, lorsqu'il s'agit de cas de réunification familiale et de situations impliquant des enfants, donc les adjoints témoignent d'une satisfaction particulièrement importante. Et également, lorsqu'ils vont ils vont obtenir un sursis de renvoi d'une personne qui a une mesure de déportation et l'accès à la résidence permanente aussi, qui est souvent la fin du long parcours du combattant de statut temporaire, est aussi un moment très, très important. Donc, ils nous racontent recevoir beaucoup de gratitude et comment c'est vraiment cette gratitude et ces issues positives qui leur donnent l'énergie, la force de continuer à lutter souvent contre une bureaucratie qui est très opaque, très complexe et même à se confronter à des erreurs administratives parfois extrêmement difficiles à corriger. Juste 2 mots sur le plus difficile. Le rapport, je pense que la présentation d'aujourd'hui l'a bien souligné, mais je résume: le volume de cas élevé, long délai d'attente, multitâches et les situations où on n'arrive pas à trouver d'issue, où on est vraiment, c'est extrêmement difficile. Cela dit, certains adjoints vont dire on ne lâchera pas tant qu'on n'aura pas de solution pour cette personne. Merci beaucoup. Et nous arrivons à la fin du temps imparti par ce séminaire. Alors, je ne sais pas si tu veux remercier Daniel, sinon je remercie tout le monde. Donc, merci beaucoup à tous les participants, à Lisa Paris-Gervais du Devoir qui a écrit ce bel article aujourd'hui. On est très heureux que l'article soit en couverture et on attend la suite s'il y a un autre article qui va sortir. Et merci à tous les adjoints, s'il y en avait mais je pense qu'il y en avait parmi nos participants qui ont assisté et qui ont posé des questions. On est vraiment heureux de voir que notre travail sert à quelque chose aussi de cette manière. C'est très gratifiant, et à toutes les autres participants et participantes. Et je vous encourage à lire le rapport. Donc, Gabriel a mis le lien dans le Q&A. Si vous ne le voyez pas, vous pouvez aller sur le site de la chaire de recherche sur les dynamiques migratoires mondiales et vous allez trouver le lien vers ce beau rapport. Merci beaucoup. Merci, au revoir à tous et Merci. à toutes. Merci.